j'ai fait cette chose que j'ai appelée Gérard Bapt m'intrigue. Évidemment, Gérard Bapt ne m'intrigue pas seulement, Gérard Bapt me révolte. Et c'est un, comment dire, c'est à se poser la question. Donc, quand on a en face de soi quelqu'un qui nous pose question, comme on dit, il y a des réactions, je pourrais dire, primaires un peu. On a des réactions donc primaires, c'est-à-dire premières, des réactions un peu euh, on n'est pas d'accord, on n'est pas du tout d'accord, on est scandalisé, on est révolté. Et on peut monter euh, comme ça dans la euh, dans la graduation et quelque part c'est cette personne qui porte ce nom est bien de notre région. Ce fut un prétendant à la mairie pendant 2 élections. Il n'a pas gagné. C'est quelqu'un qui est dans le domaine médical et qui est député depuis je ne sais pas combien, une éternité. Donc député depuis longtemps et il fait partie des soignants. Et c'est quelqu'un voilà, qui s'est illustré sur le plan national par la défense de ceux qui ont été touchés par le Mediator. Voilà, donc, quelque part, du côté des faibles contre le géant pharmaceutique, euh, et quelque part, c'est un combat qui ne peut être qu'apprécié, qui ne peut être que soutenu, et évidemment, des victimes innocentes, même si c'est le détournement du produit, c'est le détournement qui a créé le problème, et non pas le laboratoire. Je ne pense pas que le laboratoire ait été ait poussé les, comment dire, les gens à le prendre. C'était pour un usage. Malheureusement, d'autres médicaments sont détournés de leur usage premier et se révèlent quand même d'une certaine efficacité. Il ne pose pas de problème majeur, mais ce médicament-là, il a posé ce problème. Donc les gens en question qu'il a défendus, c'est des gens qui l'ont utilisé dans un autre but qui n'était pas son but premier, pour lequel il n'a pas été fait. Je peux me tromper, mais a priori, donc, mais admettons que quelque part, les laboratoires pharmaceutiques doivent être très comment dire, très, très prévoyants et vraiment donner des indications, avertir de façon totale, absolue contre toute autre utilisation. Quelque part, peut-être qu'il y a une défaillance dans ce qui est, des possibilités, comment dire, ce qui est consigne de sécurité, consigne de prudence. En tout cas, donc c'est voilà. Et Bapt, donc c'est ce personnage très qui a une langue assez chantante, qui n'est pas spécialement très qui obligatoirement est ramené à chaque fois à son origine, et parce que son accent
Et c'est vrai que c'est un accent bien de chez nous, mais surtout il a euh, une voix douce, mais voilà, toutes ces choses-là pour essayer un peu de présenter le personnage, pour dire que quelque part, il faut se méfier un peu, comme on dit, il faut se méfier de l'eau qui dort, il faut se méfier des gens qui ont à la voix douce, et surtout de ceux qui font, euh, qui font métier de soignant. Euh, celui qui tue, qui est à la tête de l'État syrien et qui quelque part est là pour superviser le massacre et les massacres, est un pédiatre. Ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine, c'est aussi c'est un psychiatre et peut-être un autre. Donc si Bart, qui est peut-être, je ne sais pas, cardiologue, quelque chose dans ce genre, en tout cas, euh, je m'en fiche un peu de savoir dans quelle spécialité il exerce. Ce qui, quelque part, m'interpelle et ce qui me pose un grave problème de conscience, c'est de le voir dans, dans ces groupes d'amitié. Il faut toujours se méfier de ces groupes d'amitié entre deux pays, surtout d'amitié, groupe parlementaire d'amitié, donc il doit être membre du groupe parlementaire d'amitié franco-syrien. Et donc, un être humain normal doit être quelque part, doit être un peu dans une démarche quelque part de prudence. Il ne peut pas s'engager. À tout le moins, il faut faire preuve de quelque part une certaine neutralité, peut-être un peu vigilante, mais là à s'engager. Je tiens à dire à ce niveau-là que j'ai connu dans mes premières années à Toulouse un Syrien qui était là, qui s'appelait Ali. Donc c'était un Syrien qui était bonhomme. Voilà, je me rappelle avoir entendu parler au téléphone. Ça faisait longtemps il était à Toulouse bien avant mon arrivée. Et il était, à un moment, je l'ai entendu parler au téléphone. Donc, il parlait très fort, il était très animé, très ému et tout. Et il m'avait dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas parlé avec sa famille. Donc, 20 ans sans 20 ans ont passé et il a continué. Il n'a pas fait carrière. Il n'a pas fait carrière dans les études qu'il poursuivait et il a fait autre chose et donc il a mis de l'argent de côté. Et il m'avait dit qu'il était rentré en Syrie et tout ce qu'il avait, les projets qu'il avait là-bas, usine, je ne sais pas quoi, immobilier, tout cela a été détruit. Et il m'a parlé de, de cette histoire de complot. Alors évidemment, si dès qu'on entend le mot complot, on sait à qui on a affaire. On a affaire à quelqu'un qui soutient le régime, évidemment, au complot, pays étranger, contre la Syrie, qui est un pays, évidemment, un pays qui lui, ne veut faire du mal à personne, un pays qui défend ses intérêts en toute légitimité, mais sans plus, un pays qui n'agace personne, donc c'est un pays, un complot international sûrement, dirigé contre la Syrie, et obligatoirement, tous ceux qui sont en train de lutter contre les forces du massacreur sont aussi quelque part les mercenaires, ou sont aussi les affidés de ce complot, les exécuteurs ou les exécutants de ce complot international, évidemment, qu'il faut rejeter, qu'il faut combattre. Et donc
les assassins sont en fait des victimes, sont en fait des gens qui se défendent face à une agression qui n'a aucune légitimité, qui n'a aucun fondement. Et alors, tous les morts sont des terroristes, tous ceux qui combattent sont des sous-hommes, des gens qui n'ont aucun droit, droit à aucun égard, puisqu'ils sont traités comme des... réduire quelqu'un au statut de terroriste, c'est le sous-humaniser quelque part. Il n'a pas droit au traitement qu'on accorderait à un combattant, à un soldat d'une cause adverse, d'une cause ennemie. Normalement, un soldat, ça doit respecter, il y a le droit de la guerre, il y a des choses comme ça. Il faut quand même accorder le respect à un combattant adverse. Et donc ces combattants, ces gens dits terroristes n'ont droit à aucun égard. Et ils sont tués comme si c'était de la vermine. Ils sont massacrés là où ils sont. Il faut les massacrer, je veux dire, comment dire, sans aucun, sans, sans se poser de questions, sans retenue. Il n'y a pas de retenue, c'est des gens à éliminer et non et non des adversaires qu'il faut battre. Il s'agit là d'éliminer des gens et non pas de seulement de les rendre, comment dire, de les vaincre. Là, il s'agit d'une élimination, il faut les éliminer parce qu'ils constituent, parce qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas honorables, ils ne sont pas estimables. Donc, quelqu'un qui participe de cette vision, parce que de toute façon, cette vision n'est pas, est la vision des assassins, mais le problème, c'est qu'elle est partagée par beaucoup de gens, c'est clair. Mais nous, en France, nous, on n'est pas dans, on n'est pas héritier de quelque chose qui nous oblige à choisir un camp, un autre. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai en tête une certaine, comment dire, opposition à cette affirmation. La France a un problème avec le vent. Et donc la France continue d'avoir une politique un peu comme si elle avait encore avec les liens historiques, la France, qui n'est pas la France colonialiste, la France de maintenant n'a aucune, elle ne doit pas, c'est ce qui s'est passé, elle doit le rejeter, elle ne doit pas en être l'héritière. C'est une politique à rejeter. Être présent par les armes dans un pays, c'est quelque chose dont on ne doit pas se revendiquer. Et donc la France protéger les minorités, notamment les minorités chrétiennes. Donc, je suppose que Barthes est quelque part, et il est socialiste, mais peut-être qu'il est d'abord chrétien, et quelque part, c'est une identité de chrétien. Donc, c'est parce que le régime défend les chrétiens. Rappelons quand même que l'Irak, le régime aussi défendait les chrétiens. Et donc, ça n'a pas empêché, là dans ce contexte-là, on a abattu le régime. On a fait ce qu'il faut à plusieurs reprises pour abattre le régime, malgré qu'il défendait les chrétiens. Malgré que les chrétiens, il y avait une situation, malgré que les chrétiens, ils vivaient, je veux dire, en paix. Là, on voit les conséquences. Donc, il aurait fallu d'abord ne pas pousser
régime irakien vers ne pas le détruire pour quelque part. Là, on essaie peut-être de ne pas en faire la même erreur, on va se dire soutenons le régime que coûte, puisqu'il protège les chrétiens. Et donc, ce serait cela. Et après, il y a donc, qu'est-ce qu'a fait donc Bapt, pour moi très peu estimable Bapt, il a fait, donc, il a fait des voyages, j'ai oublié un peu ce qu'il a fait, ce qu'il a dit par rapport à... Donc il a fait les visites. Qu'est-ce qu'il fait dans les coulisses? Peut-être il a peut-être du poids dans, je ne sais pas, dans les coulisses de la diplomatie française, je ne sais pas, parce qu'il doit y avoir, il n'est pas seul de toute façon dans cette histoire-là. Donc il est, peut-être on peut dire, c'est la France qui essaie quand même de jouer cette carte-là. Lui, il est la personne qui permet de garder contact avec le régime, au cas où le régime, quand même, finirait par sortir vainqueur. Et que la France, qui était a priori opposée à ce régime, doit garder une carte en main. Et cette carte, c'est Bapt. Et voilà. Donc, j'ai oublié ce que je voulais dire sur Bapt de plus. Donc, il y a la visite. Donc, nous sommes, voilà, donc l'histoire, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, par rapport aux chrétiens, il a dû dire quelque chose par rapport aux chrétiens. Il a dû faire une déclaration dont j'ai oublié j'ai oublié le contenu. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Là, je me souviens d'une autre chose. Là, j'ai l'article devant les yeux, enfin, l'article, le titre un peu devant les yeux. Il est parti dans la campagne anti-Erdogan, anti-Turquie, etc., etc. Là, il a changé un peu, il a glissé un peu par rapport aux réfugiés, et c'est comment dire, en France, on a cette histoire par rapport à la Turquie, je ne comprends pas trop pourquoi il y a cette animosité envers la Turquie. Si poussé, c'est la Turquie, s'il y a quelqu'un avec lequel, je veux dire, la Turquie a des choses à faire ou à ne pas faire, c'est l'Allemagne. La France n'a pas de problème avec la Turquie, la France reçoit, comment dire, elle n'a pas une si grande minorité turque sur sa terre, et la France a reçu, n'est pas, comment dire, assaillie par les réfugiés qui auraient transité par la Turquie, c'est l'Allemagne. La minorité turque en Allemagne, les réfugiés qui sont passés par la Turquie et qui sont arrivés en Allemagne, là c'est l'Allemagne. On peut très bien avoir un avis sur la Turquie et sur ce qui s'y passe, ce n'est pas un problème. Mais de là à dire des choses sur Erdogan, etc., etc., et de peut-être de pousser un peu de participer à cette campagne qui veut que, malgré que la Turquie a un jeu suspect, a une politique, pas très, pas très claire en Syrie. Quelque part, elle aurait aidé des groupes, notamment en leur permettant d'avoir des ressources financières. Nous savons que le pétrole dont on parlait, qui viendrait de ces groupes, vient du Kurdistan.
D'ailleurs, ça pose la question de la politique turque. La Turquie, je veux dire, a des relations commerciales très poussées avec les Kurdes d'Irak, alors que alors qu'elle a un problème avec les Kurdes, mais avec les Kurdes d'Irak, elle a des bonnes relations, et même, donc elle leur permet aussi d'avoir accès, de vendre leur pétrole. Donc n'oublions pas que Kirkuk, etc. Mais, donc c'était bien les camions venant du Kurdistan irakien. Et donc malgré les preuves, et comment dire, l'utilisation de cette intox continue. Et donc on pourrait imaginer que j'avais pas envie de lire l'article, les déclarations de Bapt, cela m'apportera rien, c'est prévisible. Ce qu'il va dire, je peux comment dire, je peux l'imaginer sans problème, c'est toujours les mêmes choses. C'est vrai qu'avec avec cette histoire de l'adhésion de la Turquie à l'Europe, et quelque part, si les visas sont accordés, ce serait de toute façon, normalement, d'après l'adhésion est repoussée, mais elle n'est pas comment dire, elle est envisagée, peut-être dans, le moyen, pas à moyen terme, peut-être à plus long terme, mais elle est envisagée. Si par exemple aujourd'hui on accorde des visas à des citoyens turcs pour venir, des visas de courte durée, si on accorde court séjour, donc si on accorde des visas, c'est quelque part juste une première étape vers cet avenir-là, avenir qui sûrement connaîtra l'intégration de la Turquie à l'UE si jamais l'UE continue d'être ce qu'elle est, et si entre-temps elle ne s'est pas désagrégée elle-même. Donc nous avons un problème. Soit, donc j'ai parlé de cette personne qui m'intriguerait. Je suis intrigué en fait. Je voudrais savoir, quand moi je perçois des choses, quand je perçois une injustice, quand je prends conscience que là il y a quelque chose de révoltant, qu'il y a là commission d'un crime, commission de génocide, commission de choses effroyables. Est-ce que ma perception à moi, est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je suis dans le faux? Est-ce que je suis capable de percevoir les choses telles qu'elles se passent? Est-ce que je suis marqué par, je ne sais pas, par un conditionnement, sans parler de la possibilité d'une manipulation? Est-ce que Bapt ne serait-il pas dans le vrai et moi qui suis dans le faux? Est-ce que les gens que je vois, comment dire, mourir sous les bombes, est-ce que les destructions que je vois, elles ne seraient pas de l'œuvre de l'opposition? Est-ce que les gens que je vois, c'est peut-être des choses qui ne sont même pas syriennes, qui ne se passeraient même pas en Syrie? Est-ce que moi, je suis atteint d'une myopie particulière, ou je suis même au-delà de la myopie, c'est-à-dire je suis devenu un non-voyant? Et donc, ça pose la question. Si on considère que les choses les plus importantes dans la vie, bien entendu, il y a des choses qu'il faut comment dire, caractériser comme primordiales. C'est la vie. Bien sûr, nous parlons de la vie d'abord. Après, nous parlons des
ce qu'on appelle communément infrastructure. Parlons des conditions de vie. Quand nous, quand nous pensons à des bombardements, d'abord, nous essayons de voir si il n'y a pas eu trop de morts, etc., etc. Après, nous voyons les dégâts matériels. Ce que nous voyons, c'est aussi un avenir compromis. Si les gens échappent à la mort, leur avenir est compromis. Alors, n'oublions pas qu'il y a 7 millions de déplacés intérieurs. Et quelque part, avec toutes ces villes détruites, ces infrastructures, ces choses-là, c'est un avenir compromis sur 10, 20, 15, 30, 40 ans. Je ne pense pas qu'il y aura un plan, comme on a appelé le plan qu'il y a eu, le plan qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale. J'ai oublié, un plan Marshall. Est-ce qu'il y aurait un plan Marshall pour la Turquie, pour la Syrie? Est-ce qu'il y aurait besoin aussi pour l'Irak? Mais est-ce qu'il y aurait un plan Marshall? Est-ce qu'il y aurait un effort conséquent, un effort à la hauteur de la demande, à la hauteur des besoins pour reconstruire? Ce n'est pas possible d'imaginer que ça se fera, vu l'ampleur des dégâts. Donc on détruit, il ne faut pas oublier que, évidemment, il y a les traumatismes, toutes sortes de traumatismes. Ces gens qui échappent à la mort seront atteints toute leur vie par les traumatismes de toutes sortes, et où certains seront blessés, certains auront un avenir professionnel compromis parce qu'ils n'auront pas suivi, ils auront connu une interruption dans leur scolarité. Et puis, on peut très bien imaginer que quand on voit, par exemple, quand on sait que même en France, il faut s'endetter pendant 20-30 ans pour se payer un appartement ou un pavillon. Et un appartement ou une maison en Syrie, ça représente le travail d'une vie. Une usine, un atelier, un commerce, c'est aussi le travail d'une vie. Qu'est-ce qui va permettre, qu'est-ce qui va donner aux gens? On donne aux gens, d'abord, on peut très bien imaginer un plan Marshall. Voilà, peut-être un plan Marshall, je vais dire, un peu modeste, hein, mais d'accord, on reconstruit les villes. Mais après, qui va donner du travail? Qui va financer? Les gens qui ont tout perdu leur outil de travail, qui va leur remplacer? Ce n'est pas possible. Donc, ce qui me sépare radicalement de Gérard Bapt, c'est une certaine différence de perception. Je suis comment dire, je reste sans voix. Je suis atteint d'une incompréhension indépassable. Je ne comprends pas pourquoi cette personne que j'estimais sans la connaître, cette personne qui ne, comment dire, que je voyais presque de loin, c'était une personne publique de second rang ou de tierce rang. Ce n'est pas quelqu'un très présent sur la scène médiatique, ce n'est pas quelqu'un on ne le voit pas, il ne fait pas partie d'une commission parlementaire bien spéciale, il n'est pas président de la commission des affaires sociales ou des choses comme ça. Il est un député parmi tant d'autres, c'est un notable aussi parmi tant d'autres, et il n'a pas l'art oratoire, il n'a pas quelque chose qui le distingue de ces députés, je vais dire presque ordinaires. Mais voilà, donc il n'a rien
il a son médiator. Après, hors de cela, il est connu pour ses échecs sur le plan local, et connu par sa gueule, par son visage, et toujours rasé de près. Il a encore ses cheveux, et puis et costume, etc. Et voilà. Et puis, qu'est-ce qui fait que cette personne, elle, elle me soit comme ça, hors comment dire, hors de compréhension. Je ne la comprends pas. Je ne peux pas. Je le veux. Je suis dans une, comment dire, je suis radicalement opposé à cette personne. Pour moi, il ne fait pas partie de la galaxie socialiste, progressiste. Ça n'a strictement rien à voir. Il n'a rien à faire dans ce qui est le camp de ceux, quelque part. C'est quoi un homme de progrès? C'est quelqu'un qui se pose des questions. C'est quelqu'un qui n'accepte pas les choses, comment dire, les déterminismes. C'est quelqu'un qui d'abord essaie d'utiliser sa raison avant peut-être ses réflexes hérités de sa condition ou de son éducation. Il utilise sa raison, il réfléchit, il observe, il s'informe. Et après, il juge. Mais il ne se compromet pas de cette façon-là. Comment dire, il y a eu comme ça des choses qui sont incompréhensibles. Je me rappelle, et tout le monde se rappelle, de ces réceptions données par l'ancien assassin d'Irak au chef du Front National de France. Il recevait. C'est quelque part une incompréhension. Une incompréhension. Comment peut-on? On n'est pas renseigné. Il y a une ambassade en France. On peut essayer. Mais tous les soutiens que le régime peut trouver, eh ben, il les prenait. Même dans quelque chose qui opposait. Et bien sûr, l'idéologie de la nationalité arabe, socialiste arabe, ça peut être aussi une idéologie qui a certainement un caractère un peu fascisant. C'est possible que quelque part derrière les oppositions, peut-être comme ça apparente, il y a peut-être une communauté de vues, une communauté et qu'il y a donc quelque chose qui faisait que ces gens-là se retrouvaient. Donc ce n'est pas contradictoire. Quelqu'un qui dit en France l'arabe ça ne vaut rien, et quelqu'un qui dit l'arabe et qui professe son idéologie, l'idéologie de la Renaissance arabe, c'est l'arabe est un être qui doit qui a droit aux honneurs, qui a droit à l'estime. Donc d'un côté arabe pas estimable, d'un côté arabe très estimable, et pourtant ils se rencontrent. Donc, donc il y a une ambassade, ils pouvaient se renseigner, savoir, etc. Et donc c'est le régime syrien est tout à fait content de recevoir des gens de France, il n'y a aucun problème. C'est pas au régime de s'expliquer, c'est aux Français, aux responsables, aux élus français de s'expliquer. Normalement, quelque part, peut-être que Babt aurait dû être mis un peu suspendu du parti, peut-être. Il aurait dû être sanctionné. Ce n'est pas possible. Et pourtant, on peut être socialiste et être ami, être un allié, j'allais dire objectif, non, un allié tout court d'un assassin. Il n'y a aucun problème, on peut très bien, évidemment, et puis on peut aller loin. Qu'est-ce qui change dans ce contexte-là? Qu'est-ce qui change entre le discours d'un Bapt pro-chrétien? Il y a
pro-chrétien dans le sens où il faut sauver les chrétiens. Mais tout le monde souffre, pas que les chrétiens. En Syrie, tout le monde souffre. C'est ça le problème. Peut-être que les régions chrétiennes sont moins détruites que les autres régions. Mais en tout cas, c'est un pays qui est ruiné pour un temps énorme. Et quelque part, on doit s'occuper. Au-delà de la religion d'une personne, il s'agit d'abord de la personne humaine. Quelle que soit sa religion, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa langue, c'est l'être humain euh, qui doit d'abord précéder, qui doit être l'objet de notre attention et de notre soutien pour soutenir ceux qui souffrent, ceux qui sont victimes. Après, on peut très bien soutenir les gens, d'abord soutenir les victimes, après on peut aider des gens à se protéger si jamais ils sont en danger. Les gens exposés en premier, et les gens qui meurent, qui sont d'abord en premier, après on peut aussi aider les autres à se protéger. La France laïque ne doit pas être la défenseur des causes religieuses au Proche-Orient. Non, la France doit défendre tous ceux qui ont des causes justes, tous ceux qui sont dans la difficulté, peu importe, etc. La France est une puissance qui n'a pas de mission religieuse, ni défense, ni agression contre les religions. Et d'abord, France neutre, notre laïcité neutre, c'est-à-dire tant que le problème est religieux, je n'interviens pas. Quand des gens sont attaqués et je n'interviens pas parce qu'ils sont religieux, parce que c'est des gens d'une religion. Les choses changent. C'est vrai que de toutes les façons, le Barthes, c'était une manière de parler de Barthes parce que cette histoire-là m'interpelle, mais évidemment, ils ne changeront rien, il ne changera rien, son soutien n'a pas, il ne faut pas se tromper, il ne compte pas, il ne pèse pas lourd. Ce qui est paradoxal dans l'affaire, c'est de parler de ce qui s'est passé en très peu de temps. Je me rappelle, j'ai fait des choses, j'ai parlé de Mélenchon dans une composition orale précédente, et je parlais quelque part parce qu'il disait des choses atroces. Il disait que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, ce qui est tout à fait scandaleux comme raccourci et inacceptable de la part de quelqu'un qui réfléchit. Donc il était pour Poutine contre ceux qu'on appelle les terroristes, et quelque part, donc, nous sommes passés comment dire, d'un risque de guerre, c'est-à-dire il y avait des choses qui pouvaient faire penser que, avec l'Ukraine et avec la Crimée, nous sommes passés d'une Russie mise en accusation, boycottée, etc., sanctionnée, et, et d'une Russie qui s'oppose aux revendications du peuple ukrainien, qui morcelle le pays, qui se saisit de façon unilatérale, etc., d'une partie du pays. Donc une Russie qui normalement aurait dû continuer à être mise au banc des nations, et tout de suite une Russie qu'on retrouve et avec laquelle on fraternise sans problème, parce que le combat, parce qu'elle est devenue alliée dans le combat qui est devenu le combat principal. Et voilà, donc c'est une inversion des choses qui est quand même assez
assez étonnante, assez, qui me laisse perplexe. Et voilà, donc celui qui croit qu'on lui dit qu'il y a un risque de guerre, il y croit, c'est que quelque part c'est quelqu'un qui doit un peu se remettre en cause. Il y a là on croit qu'il y a réellement d'attention, ce n'est que ce n'est qu'un, ce ne sont que des manœuvres, ce ne sont que des manœuvres d'intimidation au grand maximum, et tout cela est un jeu, je ne sais pas, entre les puissances, et quelque part, et, un jeu qui quelque part nous échappe parce que il y a une partie des enjeux qui reste hors de notre maîtrise, euh, hors de notre connaissance, et finalement nous jugeons avec des éléments incomplets. Nous sommes pas en capacité de vraiment avoir un bon diagnostic. Là où on a cru qu'il allait y avoir quelque chose, il n'y a rien eu. Moi qui pensais que quelque part il y avait un effort, et quelque part la Russie était un peu, il y avait une tendance de l'OTAN, une tendance à vouloir venir titiller la Russie, à venir placer, l'assiéger quelque part. Mais finalement, c'est comme la guerre froide, ce fut une grosse mascarade, un mensonge, une fumisterie. Ceux qui ont cru à la guerre froide se sont fait avoir. Ceux qui ont payé le prix, ce sont les nations qui ont été les victimes de ce jeu. Mais finalement, ceux qui normalement se combattaient n'ont pas été touchés par les répercussions de cela. Ce fut une longue mascarade, une chose qui a fait des victimes, énormément de victimes, des gens qui se sont acharnés à défendre un camp ou un autre, et qui en fait doivent maintenant se rendre compte qu'ils ont été manipulés, ils ont été les pions d'une partie de, comment on appelle ça, en fait c'était celui qui montait le mieux, qui montait le plus. Toute cette histoire, c'est la guerre froide, avec son cinéma, avec ses agents, avec ses espions, avec ces choses-là, c'était une belle. D'ailleurs, ça passe très bien au cinéma. La preuve, c'est que ça marche bien au cinéma. C'était du cinéma et rien d'autre. Donc, évidemment, sorti de la. Et nous voyons ce que font réellement, ce qu'a fait l'aviation russe, et nous voyons les choses. Parce que ce n'est pas l'aviation seulement, ce sont les livraisons d'armes, munitions, etc. Ce sont la formation peut-être des soldats, c'est le soutien sûrement économique aussi. Donc c'est cela, et personne ne dit rien du jour au lendemain. La Russie est devenue fréquentable, est devenue et, et voilà. Donc mon adversaire bat et devient un petit, vraiment très petit, et ce n'est qu'un petit personnage. Il ne sortira pas grandi de cette affaire. T'en fais pas, mon vieux, l'histoire ne gardera pas ton nom. L'histoire ne te... Tu seras jugé par l'histoire comme tant d'autres. Mais ce sera un tout petit procès. T'en fais pas. Un procès comment dire, parce que on ne te passera pas dans un Nuremberg. Tu ne vaux pas le coup. Tu n'es pas assez important. Tu n'es qu'un petit, vraiment très petit.
Mais dommage, dommage que tu sois notre représentant, dommage que tu sois socialiste, que tu affirmes une telle chose. Tu n'es pas socialiste, tu n'es pas un homme euh, euh, de progrès, tu n'es pas un homme des Lumières, tu n'es pas un homme fréquentable, tu es un criminel, un complice. Le complice d'un criminel est aussi un criminel. Et quelque part, euh, c'est comme ça. Quand on est... il y a... c'est cela. Malheureusement, l'histoire est remplie de gens comme toi et sûrement il y en aura d'autres, t'en fais pas. Vous êtes sûrement bien, vous serez toujours bien assez nombreux pour faire du mal. Et quelque part, j'espère que avant que tu pourras que tu pourras servir, que quelque part ton exemple, je ne sais pas comment dire, c'est vraiment consternant toute cette histoire, consternant. Pour finir, euh, c'est vrai quand je parlais de myopie ou d'aveuglement, nous sommes aussi atteints, nous n'oublions jamais, que pendant que certains meurent, certains perdent tout, nous continuons de vivre, nous continuons de vaquer nos affaires, nous continuons de nous faire plaisir. Il n'y a pas, il y a un Barthes, un Gérard Bartholomew, il y a toujours quelqu'un qui quelque part, fait vit malgré le malheur des autres. Nous sommes toujours en danger de justifier des massacres passés, récents ou à venir. Nous sommes toujours guettés par cette particularité, par ce risque d'être quelque part les suppôts des assassins passés ou à venir. Faisons attention, faisons vraiment attention aussi autant qu'il nous est possible de le faire, plutôt d'être plutôt du côté de ceux qui sont vraiment des victimes. Et quelque part, faisons attention, il y a des victimes qui sont souvent des bourreaux déguisés. Il y a aussi des victimes qui rapidement se transforment en bourreaux. Dans cette humanité est une humanité qui nous laisse, qui ne nous donne pas beaucoup d'espoir. L'humanité est peut-être digne dans la souffrance, mais elle lui arrive aussi de commettre le pire. L'humanité n'est pas un bon exemple pour, je ne sais pas, je vais dire pour une autre humanité. Nous ne sommes pas bons exemples pour nous-mêmes et nous sommes tous faillibles. Nous sommes tous quelque part fautifs, nous sommes tous quelque part l'horreur n'est jamais ne nous change pas, nous nous adaptons à l'horreur, nous faisons avec et quelque part l'exemple des autres devrait quelque part nous maintenir en vigilance pour que nous ne cédions pas nous-mêmes comment dire, au réflexe ONI, au réflexe, au mauvais réflexe de la, euh, de justifier l'injustifiable. Voilà, un réflexe de cette, comment dire, d'être le réflexe qui fait qu'on trouve
une certaine légitimité au bourreau et que et quelque part on lui accorde notre bénédiction.